Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Radio Médecine Douce pour cette édition « Et si la mort n'était qu'un passage ». Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Valérie Seguin, Fabienne Raoul, bonjour Stéphane, Geneviève Delpech, bonjour Stéphane, et Philippe Caudra. Bonjour Stéphane. Donc, dans un premier temps, ce que nous vous proposons, c'est de regarder la bande-annonce du documentaire que tu as fait, Valérie. Donc, tu as fait déjà 2 documentaires et tu es sur un 3e épisode maintenant. Donc, nous allons voir la première bande-annonce et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. C'est parti. La mort est un des grands mystères de notre vie. Si certains y voient la fin de toute chose, d'autres pensent qu'il s'agit d'un passage vers un autre monde. Comment se préparer à cet inconnu? Pour y répondre, nous avons rencontré des médecins et des soignants qui côtoient quotidiennement la mort. La mort est un tabou, ça fait peur, et on préfère ne pas en entendre parler. Les phénomènes sont beaucoup plus vastes que juste un corps qui meurt. Les phénomènes aux frontières de la mort nous apportent de précieuses indications. Pour le mourant, dans sa préparation au passage, il y a 5 étapes majeures. Comment accompagner un proche? Il est très important que la famille ait été préparée autant que le patient. Cette souffrance, si elle est accompagnée, elle prend un autre sens. Et après la mort, peut-on appréhender différemment le deuil? J'ai senti une présence qui partait de ce corps. Nous avons rencontré des personnes qui ont la capacité de communiquer avec les défunts. Ce sont les médiums. Ils font désormais l'objet d'études scientifiques. Qu'ont-ils à nous apprendre sur l'après? Comment se préparer au moment ultime? Et si la mort n'était qu'un passage? Et à aborder ce sujet qui est des fois tabou dans certaines sociétés et des fois qui fait peur. Donc qu'est-ce qui t'a inspiré vraiment à te lancer dans cette aventure? Parce que il y a ton expérience, mais il y a aussi vouloir le transmettre et partager cette expérience. Alors, en fait, c'est le décès de mon père qui a tout déclenché. Je ne m'intéressais pas du tout à la mort, mais il est décédé il y a 5 ans. Et il y a eu plusieurs phénomènes paranormaux, je dirais, autour de sa mort, dont des contacts avec moi juste après son décès, qui ont duré 3 jours et demi, d'où le titre d'ailleurs de mon livre. Et je ne connaissais pas ces phénomènes de contact, de signes de défunts. Moi, je ne suis pas médium, je n'ai aucun don médiumnique. Et à travers ces signes, mon père m'a vraiment démontré qu'il y avait quelque chose après la mort, que la vie continuait après la mort. Alors que je venais d'une famille athée, mon père était athée, il ne croyait en rien. Ça a été mon éducation. Et tout cela a bouleversé mes croyances, mes convictions. Et j'ai commencé à enquêter, en fait. Et je me suis aperçue qu'on est quand même 25% de la population à avoir eu un signe, que je me suis intéressée aux expériences de mort imminente, à tous les phénomènes autour de la mort. Et surtout, j'ai réalisé qu'il y avait tout un mouvement scientifique et de nombreux scientifiques qui étaient convaincus qu'il y a une vie après la mort et qu'aujourd'hui, c'est un vrai débat scientifique entre des scientifiques matérialistes, donc qui pensent qu'il n'y a que la matière, et ceux qui pensent aujourd'hui et qui sont convaincus et qui considèrent qu'on a suffisamment d'études pour affirmer qu'il y a une vie après la mort. Et je trouve que moi, ça a changé ma manière de vivre, parce que quand on sait qu'il n'y a pas que cette vie terrestre, ça change tout. Ça veut dire qu'on est venu ici pour une raison, certainement, et qu'on repart après dans un autre monde. Ça donne une autre perspective à la vie. Et je trouve que ça donne tellement de sens et de joie aussi à cette vie que j'ai voulu transmettre, en fait. Et donc, j'ai écrit ce livre et j'ai voulu surtout donner la parole aux scientifiques, parce qu'à ce mouvement scientifique qui n'est pas du tout connu du grand public. Et c'est pour ça que je me suis dit, à travers un film, les gens regardent plus des films que des livres, que lisent des livres. Et c'est pour ça que j'ai fait ce film, où il y a ce premier film, Et si la mort n'existait pas, où il n'y a que des scientifiques. J'ai d'ailleurs été aidée par
en partie financé par une fondation, et on l'a mis gratuit sur YouTube pour qu'il soit vu par le maximum de personnes. Alors justement, tu dis les 3 jours et demi après la mort de mon père. Que s'est-il passé pendant ces 3 jours et demi? Alors j'ai été envahie d'une énergie d'amour, c'est-à-dire j'ai été enveloppée d'amour, mais de manière anormale. Imaginez le plus beau moment de votre vie, eh bien ça dure quelques secondes ou quelques minutes. Moi, ça a duré précisément 3 jours et demi, alors que mon père, qui était mon seul parent, venait de décéder. Donc j'aurais dû être extrêmement triste. Et en fait, j'avais aucune émotion négative, c'était même l'opposé. Donc je savais qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et en même temps, j'avais toute ma tête, je raisonnais, il n'y avait pas de problème de... c'est pas un déni, c'est pas... voilà. Et puis en plus, si vous voulez, j'ai vraiment senti un enveloppement d'énergie sur moi, de l'énergie qui bougeait, il y a eu des signes, il m'envoyait des messages que intuitivement je recevais. Et au bout de 3 jours et demi, ça a cessé. J'étais en pleurs. Voilà, je commençais mon deuil au bout des 3 jours et demi, et je me suis dit, bon, le phénomène est parti. Voilà. Et puis, j'ai commencé à enquêter. Je me suis aperçue que selon le livre tibétain des morts, la première étape de l'âme, c'est précisément 3 jours et demi. Et moi, mon phénomène a vraiment duré du samedi matin au mardi après-midi. Donc précisément 3 jours et demi. Et ça m'a frappée. Et je me suis dit, bah oui, peut-être qu'il est resté effectivement dans mon entourage, enfin dans l'entourage, en tout cas dans le temps terrestre, pendant ces 3 jours et demi, mais à mes côtés. Et tu as vraiment eu cette présence et conscience? Oui, complètement. Et d'ailleurs, au 7e jour, le jour de son enterrement, il y a le corbillard, on l'a mise en bière, et c'est moi qui ai proposé, comme j'étais très en forme, j'ai proposé d'être dans le corbillard et d'acheminer le cercueil jusqu'au cimetière, et ça a duré 1 heure, et dans le corbillard, qui est pourtant un endroit très glauque, à nouveau, ça recommence. Mais d'une autre manière, c'est-à-dire que là, c'était de l'énergie d'amour qui m'était envoyée d'en haut. Voilà, et à nouveau, j'étais rayonnante. Et je dis à mon mari, parce qu'il était en face de moi, ça recommence. Voilà, et ça a été le temps du corbillard. Et là, je me suis dit, il m'envoie cet amour autrement, c'est-à-dire ça venait d'en haut. C'est donc qu'il est passé à une autre étape. Et les différentes traditions, globalement, disent toutes qu'il y a différentes étapes après ce passage. Effectivement, il y a le livre tibétain de la mort, il y a aussi les Katha Upanishads dans la tradition védique, mais chez les chrétiens, c'est... Exactement, donc tu en parleras un petit peu à la fin de cette émission. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on parle de ces 3 jours et demi, où il y a quelque chose qui se passe. Alors, on va aller explorer tous ensemble. Et puis, je suis persuadé qu'avec les expériences des uns et des autres qui sont autour du plateau. Alors, Valérie, dans ton documentaire, il y avait aussi donc le docteur Jean-Jacques Charbonnier, et puis la biologiste Sylvie Détolias, qui ne sont pas présentes malheureusement avec nous aujourd'hui parce qu'ils ont des problèmes. Mais donc, l'aspect scientifique, maintenant, s'intéresse énormément à ce phénomène. Ah oui, absolument, oui. D'ailleurs, il y a un mouvement qui a été initié par le neurologue, le chercheur en neurosciences Mario Beauregard, qui est canadien, donc qui a rédigé un manifeste pour une science post-matérialiste pour faire évoluer la science. Et ce manifeste a été signé par des centaines de scientifiques dans le monde. Ça peut être des physiciens, des biologistes, des médecins, des neurologues, il y a un petit peu de tout, des mathématiciens également. Voilà, et c'est dommage que ce ne soit pas connu du grand public. Et c'est ce que tu es en train de faire, non? Oui. Et j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de documentaires de plus en plus maintenant sur ce sujet-là. Effectivement. Alors, au départ de ta présentation, tu disais que tu n'étais pas médium. Mais aujourd'hui, on a justement sur le plateau une médium. Bonjour. Bonjour Geneviève. Donc c'est un plaisir de vous avoir ici avec nous. C'est gentil, merci. Je suis contente d'être là aussi. Et oui, auteur aussi, vous avez coécrit justement avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, L'au-delà en question. Oui. Alors avant de rentrer sur le sujet, le grand passage, peut-être une question stupide, comment on devient médium? Je crois que nous le sommes tous déjà, plus ou moins. Et moi, je suis née avec ce don. C'est pas un talent, je le dis toujours, c'est un don. Et ma grand-mère avait ce don, ma sœur a ce don, ma nièce a un don incroyable. Et mon dernier fils aussi là. Alors ce serait intéressant de se pencher là-dessus et voir si ce serait pas héréditaire, parce que on ne devient pas médium, on l'est. Voilà. J'ai toujours été médium, je crois. Alors qu'est-ce qui vous a amené justement
à vous intéresser sur cette notion du grand passage? Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, en tant que médium, j'ai eu des tas de phénomènes depuis à peu près la puberté, vers l'âge de 12 ans. Je ne me posais pas tant de questions que ça. C'est un état que je vivais, j'avais des flashs, je ne me posais pas tant de questions que ça, que je me rends compte. Voilà, j'avais besoin sûrement d'un déclic et je l'ai eu. Nous étions en vacances dans notre maison en Provence. J'étais sur la terrasse devant le parc et alors c'est pas une NDE, j'ai pas fait ce que vous appelez ou une EMI. EMI en français, oui. Mais je suis sortie de mon corps et j'ai eu une expérience absolument un cadeau sublime qui a complètement bouleversé ma vie. Je me suis retrouvée dans les magnolias, mais d'abord dans le tronc. J'entendais la sève de l'arbre qui battait comme les battements d'un cœur ou le sang dans des artères. Et puis je me suis retrouvée dans une fourmi qui était sur l'arbre et j'avais la conscience d'être moi-même, mais j'étais également la fourmi. La fourmi était moi et je ressentais ces émotions. L'émotion de l'arbre, je me rendais compte que tout avait une conscience. La pierre, l'eau vibrait. Il y avait des vibrations absolument partout. Il y avait un son. Et je voyais des milliards de nombres, de chiffres. Et au bout d'un moment, j'ai vu ma date de naissance. Et je me disais, c'était donc ça. Tout ça avec une vue évidemment à 360 degrés, à une vitesse extraordinaire. Alors évidemment, l'espace, le temps n'existait plus. Peut-être une vague notion d'espace, parce que j'avais la notion de passer d'un corps à l'autre, tout en étant déjà... Vous savez, on est très limité avec nos mots et nos sens, mais une empathie, une compassion, un amour qui ne m'a pas laissé intacte, et ma vie a été complètement chamboulée après cette expérience. Et le retour à la vie normale, entre guillemets, a été très difficile. Voilà. C'est cette expérience-là, en 2006, qui a bouleversé ma vie, malgré le fait que j'étais médium, etc. Et cette expérience que vous décrivez, à la fois, il y a beaucoup de personnes, justement, on parlait de NDE, donc Near Death Experience en anglais, mais ça s'appelle donc les expériences de mort imminente pour le français, les EMI. Mais il y a aussi beaucoup de méditants qui parlent de ces expériences. Et oui. Des gens qui font la méditation, qui à un moment donné vivent des expériences où ils fusionnent avec le tout. Voilà. Et ils ressentent le tout. C'est ça, c'est exactement ça. Je faisais partie du tout, j'étais le tout, tu es moi, moi je suis toi. Il n'y a aucune différence. D'où un immense respect pour tout. On doit s'aimer, se respecter, parce qu'il n'y a pas de différence entre toi et moi, et entre la fourmi et moi. Ça paraît fou de dire des choses comme ça, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et alors, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que moi, j'étais pas sous médicaments, pas sous drogue, parce qu'on dit souvent c'est une bonne que les NDE, les médecins c'est vrai, très cartésiens. J'étais perchée peut-être, mais non. Sans médicaments, sans LSD, faut le faire. Hein. Je suis intrinsèquement perchée. C'est ça, c'est ce qu'on pourrait dire planer autrement. Hein. Voilà. Mais souvent, les médecins très cartésiens essaient d'expliquer le phénomène des NDE et tout ça, parce que le cerveau est aux frontières de la mort, sous médicaments, sous drogue, etc. Eh bien, moi, je suis la preuve vivante qu'on peut vivre une expérience comme celle-là sans aucun médicament. Je buvais un café, vous voyez. Alors, méfiez-vous du café quand même. Mais... Et comment s'est passée donc la rencontre avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, justement, qui lui s'est intéressé en tant que médecin, un des premiers, en tout cas en France, à vraiment en parler. Oui. C'est courageux, c'est très courageux en tant que médecin de faire ça. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle Le don d'ailleurs, sur les conseils de l'ordre, je dirais, du Père Brune, que j'avais rencontré et que j'ai adoré. Et il s'est avéré qu'on m'a proposé de faire une conférence pendant laquelle le docteur Jean-Jacques Charbonnier intervenait, et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Voilà. Alors Fabienne, on vient d'entendre le témoignage de Geneviève en parlant de cette expérience où là, elle n'a pas forcément vécu une mort imminente, mais Fabienne, toi, tu as vécu cette expérience, et on te laisse nous la partager. Alors, comme Geneviève, je n'avais rien pris. Pas de médicaments. Est-ce que tu avais pris un café avant? Alors oui, il y a peut-être un point commun. Voilà, il va y avoir une rétrogression. C'est ça. Donc moi, ça s'est passé au travail en fait, en 2004.
et en fait, j'ai fait un malaise cardiaque, donc subitement, j'ai perdu conscience. Alors, j'allais dire conscience, mais en fait, c'est bizarre comme terme de dire on perd conscience, alors qu'au contraire, elle est beaucoup plus aiguisée, beaucoup plus lucide que ce qu'on vit au quotidien. Et je me suis retrouvée, en fait, dans un espace blanc lumineux qui n'avait pas de limite. Et la première chose que je me suis dit, c'est que je suis morte. Et c'était la chose la plus naturelle du monde, et j'avais aucune peur. Et voilà, et je ressentais un amour incroyable que moi, je qualifie d'état de félicité parce que c'est quelque chose qu'on ne ressent pas du tout sur Terre. Il n'y a aucune référence, en fait, par rapport à ce qu'on peut vivre dans notre vie. Et j'étais attendue par des êtres, des silhouettes masculines et féminines en arc de cercle face à moi. Et c'était comme un retour à la maison, quelque chose d'hyper intense, très, très, très puissant. Et j'ai une musique qui est arrivée à mes oreilles, que je n'ai jamais entendue sur Terre non plus. Quelque chose de très, très beau, très pur. Et voilà, ça a été mon expérience. J'avais pas vu le tunnel, j'ai pas fait de sortie de corps, etc. A priori, ou alors je m'en souviens pas. Mais c'est vraiment cette expérience-là qui m'a vraiment aussi marquée, parce que je comprenais pas ce qui se passait. Alors moi, j'étais aussi comme Valérie, pas croyante. J'ai pas eu d'éducation religieuse non plus. Je suis ingénieure de formation, donc voilà, c'était la matière. Hein. Oui, ex-ingénieur matériaux et manager dans l'ingénierie nucléaire. Voilà, c'est plus rigolo tant qu'à faire. Donc voilà, c'était un milieu de moi, tout ce qu'on appelle les phénomènes, la médiumnité, même l'intuition, même la psychologie, pour moi, c'est un autre monde, quoi. Donc en fait, ça a été un grand bouleversement dans ma vie parce qu'en gros, je me suis rendu compte que ma croyance, qui était une croyance de scientifique matérialiste, effectivement à l'époque, était une croyance. Voilà, parce que en fait, la science s'est basée sur des hypothèses pendant des centaines d'années, des hypothèses purement matérialistes. Mais aujourd'hui, on le sait, quand on va dans l'infiniment petit, notamment avec la physique quantique, que tout n'est qu'énergie et vibration. Voilà, donc on commence à un petit peu comprendre, à faire des liens un petit peu entre la science et cet état cet invisible, hein, qui est tout le temps présent en fait, hein, autour de nous. Et voilà, et donc j'ai cheminé effectivement en essayant de comprendre et en enquêtant aussi un petit peu à ma façon, dans mon coin, toute seule, en essayant de lire des bouquins. À l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas tout ce qui est Facebook, les sites internet, etc., où on trouve toute l'info tout de suite, immédiatement sur Google. À l'époque, pour moi, je me sentais à part, quoi. Voilà, avec cette peur d'être jugée. Personne n'a forcément à qui en parler autour de moi. Donc, c'est des choses un peu... on se sent complètement décalé, et puis le rationnel revient en disant mais ça se trouve c'est une hallucination que tu as vécue, manque d'oxygène au cerveau, etc., etc. Donc il y a plein, ça remet énormément de choses en question pour quand on n'a pas du tout cette éducation, d'être ouvert à l'invisible, à la possibilité qu'il y ait une vie après la mort, etc., etc. Donc ça change complètement la vision de la vie et donc de la mort aussi. Et après cette expérience, comment ça s'est passé avec ton entourage? Est-ce que tu as pu en parler facilement ou est-ce que c'était difficile? Alors moi, je l'ai gardé pour moi en fait. J'en ai parlé à 2-3 amis, vraiment des personnes de confiance. Mais je dois avouer que c'est pas quelque chose que j'évoquais en fait. Hein. J'allais pas, par exemple, aller au bureau. Salut, j'ai vécu un truc un peu bizarre. On m'aurait dit non mais oula. Donc non, il y a vraiment bon, en plus j'ai un tempérament un peu introverti, donc j'aime bien comprendre moi les choses en fait. J'ai besoin de mettre des mots dessus, de comprendre, de saisir. C'était ma manière aussi à moi d'intégrer tout ça, quoi. Donc il m'a fallu du temps pour en parler, pour l'intégrer, pour l'évoquer, et puis l'écrire en fait, parce que c'est important de témoigner aussi au final. Parce qu'il y a plein de gens qui ont vécu des choses de cet ordre-là. Et je pense que c'est important de communiquer là-dessus. Et plus on communique, en fin de compte, plus on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui ont envie de partager cette expérience. Alors justement, je vais me tourner vers Philippe Gaudrat, qui est professeur en droit, et pourtant, qui est un passionné de tout ce qui est... Et oui, et pourtant, parce qu'on peut passer vraiment de la matière, d'être ancré, et aussi d'être concerné par toutes ces questions. Alors, Philippe, tu as suivi pas mal les enseignements tibétains.
dans un premier temps. Oui. Hein, bouddhiste, et puis aussi de la tradition indienne. Shankara, oui. Oui. Et puis, il y a eu toutes les expériences que tu as vécues aussi avec certains membres de ta famille. Oui. Ben, c'est ça dont je voulais vous parler ce soir. Une première expérience avec ma grand-mère à sa mort. J'avais pris rendez-vous avec une médium, je sais pas, 2 semaines à l'avance, parce qu'il fallait quand même du temps pour trouver un rendez-vous. Et puis, quelques jours avant d'aller la voir, ma grand-mère est décédée, assez brutalement. Elle est partie à l'hôpital avec sa petite valise à pied pour se faire des analyses et elle n'est pas ressortie. Et je suis donc allé voir cette médium. J'avais amené des photos parce qu'elle travaillait sur photo. Il y avait des photos de plusieurs personnes, plus la photo de ma grand-mère. Tout de suite, elle m'a dit « Tiens, cette personne est décédée. » Je lui ai dit « Oui, bien sûr, c'est vrai. » Elle m'a dit « Mais elle bougonne, elle n'est pas très contente. Elle trouve que les médecins n'ont pas fait tout ce qu'ils auraient dû quand même. Hein. » Et elle a ajouté, et puis en plus, elle n'est pas très contente parce qu'il y a un monsieur qui lui devait de l'argent, c'était de l'argent donné de la main à la main, donc s'il n'est pas honnête, il ne vous le ramènera pas. S'il est honnête, il vous le ramènera, mais on ne sait jamais. Bon. Puis c'était une femme qui était assez carrée, qui était, bon, c'était pas du tout une femme évaporée, hein, on sent les problématiques qu'elle traitait. Et la médium me dit, mais elle voudrait vous faire un cadeau. Je lui ai dit oui, mais il est peut-être un petit peu tard. Elle dit mais non, il n'est pas trop tard parce qu'en fait, elle veut vous donner les 2 micelles de sa communion solennelle qui sont dans la table de nuit à gauche de son lit. Et quand ma mère est allée déménager l'appartement la semaine d'après, alors d'une part, il y a un monsieur qui a frappé à la porte en disant « Je suis vraiment désolé, mais j'ai appris pour Madame Jarroux, je lui devais 1000 francs, donc je vais vous les rendre. » Par ailleurs, il y avait les 2 micelles dans la table de nuit. Et je les ai toujours gardées. Bon, c'est quand même un signe assez curieux de ce qu'il existe une vie après la vie. Alors ça, c'était la première histoire que je voulais vous raconter. Puis une autre histoire avec le parrain de ma mère. C'était un homme assez extraordinaire. Il n'avait pas une vie banale. C'était un homme qui avait été blessé à la guerre des 14. Il avait un obus qui lui avait arraché les 2 yeux. Toute sa vie, il avait vécu avec un morceau d'obus dans le crâne. Il n'avait jamais pu dormir plus de 2 heures par nuit. Après ça... il a eu beaucoup de mal, bien sûr, à se réadapter à la vie. Il a pensé au suicide. Il a été soigné par une femme qui l'a très gentiment soigné, au tel point qu'elle est devenue sa femme. Et tous les deux, ils ont eu un fils. Et entre-temps, un petit peu pendant la convalescence, il est entré en contact avec la science chrétienne et il guérissait par la prière. Alors, son fils, malheureusement, a été atteint de tuberculose osseuse. Il a eu un jour une crise grave. Il était sur le point de mourir. Parrain a prié. Il l'a fait revenir. Et puis quand le fils est revenu à lui, il lui a dit « Mais pourquoi tu m'as rappelé? J'étais si bien. » La 2e fois, il l'a laissé partir. Le fils est mort. La femme est morte, et il vivait tout seul à la fin de sa vie. Mais il vivait tout seul. Il était seul et aveugle. Puis c'était pas du fou, c'était du noir. Quand il faisait la cuisine, il se brûlait, mais il faisait des prières pour guérir la brûlure. Moi, je l'ai connu à peu près 10 ans avant sa disparition. Il avait 70 ans, il est disparu vers 80 et quelques années. J'oublie de dire aussi, ce qui est un peu remarquable, c'est que bien qu'il soit aveugle, il a quand même fait de la résistance. Et il a été arrêté par la Gestapo. Le truc, c'est qu'il a prié très fort et ils l'ont libéré parce qu'ils n'ont rien pu trouver contre lui. C'était vraiment un être un peu à part. Et avant de partir, il nous a dit, ma femme et moi, il nous a dit... quand je partirai, je vous ferai un petit signe. Alors, bon, on l'a pris au mot.
On a attendu le jour fatidique, et puis bon, malheureusement, il est parti, on était très tristes. On a allumé une bougie, et alors, j'ai jamais vu ça, mais la flamme est montée de 20 cm, elle s'est arrêtée, et puis elle est redescendue se reposer sur la bougie. Bon. Ça, c'était une première chose. Et puis, bon, on a fait une petite tisane, les petits bols se sont mis à chanter. Bon, ils ont fait un petit sifflement. Et puis, assez curieusement, on avait aussi une petite flûte avec un petit cœur en pied. La flûte s'est cassée. Il ne restait plus que le petit cœur. C'était des signes quand même assez curieux. Mais ça ne m'étonne pas de lui, parce que c'était quand même un être qui était très particulier. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais c'est déjà bien. Non, et ça montre à quel point qu'il y a vraiment, lorsqu'il y a la personne qui ne trépas, il y a encore le contact qui est là. Et beaucoup de personnes, justement, témoignent d'avoir vu ou de voir, avant même de mourir, des êtres proches. Alors, je me souviens d'une expérience lorsque ma grand-mère, justement, est décédée. On était dans notre maison. Et puis, donc, elle est décédée, donc c'était à l'hôpital. Et le lendemain matin, on apprend la nouvelle. Mais la veille, c'était intéressant parce que j'avais vu ma grand-mère dans les escaliers, et ma mère me dit, je le savais. Donc, Mémé est venue me voir, et elle m'a dit, t'inquiète pas, là où je vais, je suis très bien. Et c'est beau de pouvoir se dire que oui, il y a une vraie communication. C'est pas fini. Maintenant, c'est comment on communique avec. Et c'est là où ça va être intéressant, peut-être donc la deuxième partie. Alors, on va voir un passage qui s'appelle « On retrouverait ses proches décédés après le passage ». Ceux qui ont vécu une expérience de mort provisoire décrivent une aventure faite de lumière, d'amour et de retrouvailles. J'ai rencontré un personnage que je connaissais, qui était au milieu de deux autres personnages, qui était un ami que j'avais connu bien avant, il y a quelques années. Il était décédé, il nous avait quittés il y a 30 ans auparavant, il s'appelait Baudouin, voilà. Et c'est Baudouin, en fait, qui a été un guide, une espèce d'accompagnant, plutôt le terme est plus vrai, dans ce monde que j'allais commencer à appréhender. Et l'esprit de ma mère commence à arriver dans cet espace. Et je la reconnais pas de manière physique, parce qu'on n'est pas là-dedans. On a pu échanger à ce moment-là beaucoup de choses. J'ai vu ma marraine, qui est morte quand j'avais 10 ans, et je lui dis, comme une petite fille, alors que j'ai 42 ans au moment où j'arrive devant elle, je lui dis, mais je savais bien que tu n'étais pas morte. Et elle me répond, mais on m'a menti. Elle me dit, non, on ne t'a pas menti, je suis morte, mais toi aussi. C'est elle qui m'a fait comprendre que j'étais morte. Très bien. Simplement une petite information, je vais vous donner le numéro donc, de la radio Médecine Douce pour ceux qui nous écoutent en ce moment. Donc le 09 72 12 65 54 avec le code appel qui sera le 90 94 39 pour ceux qui désirent poser des questions à nos invités. Donc je le répète, le 09 72 12 65 54 avec le code standard, le 90 94 39. Donc vous pourrez d'ici un quart d'heure commencer à appeler et on vous prendra à l'antenne. Valérie, après tous ces partages et par rapport à tout ce que tu as vécu en réalisant un documentaire sur ce sujet et aussi les prochains qui sont à venir, parce que je sais que tu as pas mal de projets dessus, qu'est-ce qui te vient tout de suite, l'envie de partage? Alors peut-être le dernier extrait que tu as passé sur les retrouvailles. Et effectivement, on le voit avec des médiums, c'est-à-dire que, par exemple, quand on a filmé une médium, Florence Hubert, mon co-réalisateur a eu, c'est-à-dire Florence tout d'un coup nous dit, bon, attendez, il faut qu'on arrête de filmer parce que là, ça y est, j'ai un défunt qui vient. Et elle connaissait pas du tout mon co-réalisateur Dominique, et elle lui dit, c'est pour vous. Et on finit par comprendre que c'est son cousin. Et Dominique, sa maman était décédée 6 mois avant. 6 mois auparavant, donc il espérait avoir sa maman, mais bien qu'il était très content d'avoir son cousin. Et ensuite, eh bien, le cousin est allé chercher la maman.
Donc, une histoire de famille, quoi. Oui. Donc apparemment, effectivement, oui, les défunts se retrouvent entre eux. Ceux qu'on a connus sur Terre, on les retrouve après. Moi-même, j'ai une expérience avec une médium également. Chaque fois que je prends un café avec une médium, depuis 5 ans, j'en vois régulièrement, mon père vient. Et la dernière fois que j'ai pris un café, ma mère est venue. Et ma mère est décédée il y a 50 ans. Enfin, presque 50 ans. Et je n'ai jamais eu de contact. Donc j'étais extrêmement sceptique. Et donc elle m'a donné des preuves, parce que j'étais très très sceptique. Autant mon père, j'ai plein de preuves de sa survie, mais ma mère, c'était la première fois qu'il y avait un contact, en fait. Et donc elle était avec mon père, en fait. Et puis il y a ma grand-mère qui est venue. Et alors je demande, mais c'est laquelle des deux grand-mères? Parce qu'on a deux. Le médium me dit, c'est celle qui a les jambes bandées. Et effectivement, une de mes grand-mères est restée 6 mois alitée avec les jambes bandées à la fin. Donc voilà, donc il y avait mon père, ma mère, ma grand-mère. Donc apparemment, oui, les défunts se retrouvent entre eux. Donc c'est plutôt positif, encourageant. Oui, et puis ça retrace aussi pas mal d'expériences ou surtout de connaissances qui avaient été données par les grandes traditions, où ils disent qu'effectivement que nous sommes que de passage sur cette planète et que notre vraie vie n'est pas forcément sur cette planète. Donc c'est intéressant. Geneviève, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quelles sont les expériences d'accompagnement vers ce grand passage en tant que médium? D'accompagnement? Des personnes peut-être qui viennent vous voir en tant que médium, ou peut-être des personnes qui sont déjà décédées qui viennent vous voir autrement. Comment ça se passe en fin de compte? C'est sans cesse. C'est sans cesse. C'est sans cesse. Oui, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir. Mais j'en fais pas un métier. Je gagne pas ma vie avec ça du tout. Mais j'ai beaucoup de demandes de gens qui sont en deuil, ou de gens qui cherchent quelqu'un qui a disparu dans la nature, on ne sait pas. Et évidemment, je peux pas leur promettre à chaque fois d'entrer en contact avec le défunt. On ne détient aucune vérité et je suis pas sûre, mais ça m'arrive quand même assez régulièrement de pouvoir les aider. Et quelle était votre autre question sur comment on entre en contact avec les défunts, c'est ça? Oui, ou comment on accompagne aussi la personne qui vient vous voir et qui a... Le défunt? Voilà, le défunt. Mais j'accompagne pas les défunts. C'est eux qui m'apportent souvent des messages ou du soutien, des soutiens, des connaissances. Moi, je les accompagne pas. C'est arrivé, c'est arrivé que des défunts en souffrance me demandaient de l'aide. Ça, c'est arrivé. Mais pas du tout dans la notion de l'enfer, comme on l'imagine. Il n'y a pas tout ça. C'est de l'aide parce qu'ils avaient un message à donner à quelqu'un. Voilà. Mais sinon, ce sont plutôt eux qui m'aident. Moi, j'aide pas les défunts. Ils viennent à moi et parfois même des gens que je ne connaissais pas du tout, qui me révèlent leur identité et qui me demandent de communiquer de leur identité auprès d'une certaine personne. C'est plutôt eux qui m'aident. Sympathique. Oui, écoutez, c'est très difficile d'expliquer ça en si peu de temps, mais c'est vrai que j'ai des contacts avec les défunts, je dirais, permanents, et j'en ai eu des très beaux. Je vais vous raconter celle de mon père, très vite. Mon père est parti quand j'avais 3 ans, et j'ai passé ma vie à le rechercher et puis un jour, j'ai appris qu'il était mort. Voilà. Avec mon fils aîné, on s'est occupé de son enterrement, et il est resté un mystère pour moi. Et quelque temps après sa mort, je demandais à ma mère, mais est-ce qu'au moins il m'a aimé, cet homme? Et elle n'a pas su me répondre. Et ça faisait à peu près déjà 3 ans qu'il était mort, donc c'est au-delà des 3 jours et demi. Oui, 3 ou 4 ans, et je l'ai vu au pied de mon lit. Mais quand je vous dis je l'ai vu, je ne dormais pas. C'est ça la différence. Il m'a prise dans ses bras. Alors, je sais que j'ai que ma bonne foi à vous communiquer. Ça paraît fou de raconter ça. Mais non seulement il m'a prise dans ses bras, mais j'ai senti son odeur. J'ai reconnu, je l'avais jamais vu comme ça, mais je l'ai reconnu. Je savais que c'était lui. Et j'ai entendu qu'il me disait « Je suis venu te dire que je t'aime ». Et il a disparu. Et je peux vous dire, il avait une veste qui croisait à chevrons, là, avec une petite pochette. Enfin, c'était lui, quoi. Je l'ai senti physiquement. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça m'est arrivé 2-3 fois, ça. Justement, ça va être intéressant parce qu'on va appeler donc Raja Benamour, qui est à Casablanca et qui a vécu justement une EMI où, la plupart du temps, c'est vrai que lorsqu'on... Fabienne, tu le disais,
lorsqu'on parle de EMI, on parle des EMI positifs, où toutes les personnes ont vécu des expériences agréables, mais ça n'a pas toujours été le cas pour tout le monde. Valérie, tu as pu aussi approcher des personnes qui ont vécu des EMI, mais par contre, qui ont vécu des choses très difficiles. En effet. Donc on va voir si Raja est au téléphone. On va demander à notre cher technicien Anthony. D'accord, c'est en cours, super. Donc Valérie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur l'aspect qui est moins agréable? Et ça existe? Alors en effet, les statistiques divisent, sont un petit peu, c'est entre 5 et 10, 15%, 20%, on ne sait pas exactement, parce que souvent ces personnes n'osent pas témoigner en fait, parce qu'ils ont mauvaise conscience, ils se disent si j'ai eu une expérience négative, c'est-à-dire effrayante, c'est peut-être que voilà, je ne suis pas une bonne personne. Et en fait, non, en me renseignant auprès de ceux qui ont étudié les expériences de mort imminente, ils disent tous que ça n'a rien à voir avec avoir bonne ou mauvaise conscience. C'est une question de pensée et d'émotion. C'est-à-dire que si on part et on est dans la résistance, c'est-à-dire que si on a peur, parce que déjà si on pense qu'il n'y a rien après la mort et qu'on se retrouve collé au plafond, on voit son corps, ou dans un autre monde, ou dans le noir, eh bien ça fait peur. Donc immédiatement, nos émotions, nos pensées vont se transformer dans l'au-delà. En fait, on crée notre réalité, ce qui fait que ça devient immédiat. Et on se retrouve énergiquement, si on vibre énergiquement avec des bases d'énergie, de peur ou d'émotions négatives ou de pensées négatives, eh bien, on va vibrer dans un monde énergétique bas. Voilà, ce serait la raison, en fait, d'où l'importance peut-être de se préparer à mourir. Voilà, d'où l'importance de connaître au moins. But. Voilà, et comme ça, on sera pas, on saura exactement. Ok, il peut se passer ça. Je suis au conditionnel. Hein, il pourrait se passer ça. Bah voilà, je suis prévenue. Donc s'il se passe ça, bah, je me laisse aller. J'accepte. Je ne suis pas en résistance. C'est quand on est en résistance que le. Alors quand tu parles de prévention. Certaines traditions, justement, faisaient la prévention. Ils donnaient toute cette connaissance. Absolument. Alors, pas simplement chez les Tibétains ou chez les Indiens, mais aussi donc, dans la tradition chrétienne, mais aussi chez les Égyptiens, chez les Mayas. Ça avait toujours été une importance de pouvoir préparer la personne à partir. Et peut-être que de nos jours, dans notre société moderne, occidentale, on a oublié peut-être ce chapitre. Hein, bien vivre, c'est important, mais aussi bien se préparer pour ce qui va se passer derrière. Alors, dans la tradition védique, on parle des impressions et des désirs latents qui font, en fin de compte, qui nous projettent dans nos vies futures et dans notre karma futur. Et là où c'est intéressant par rapport aux EMI négatifs, c'est que ces impressions, des fois, sont pas si agréables que ça. Quelles sont les impressions qu'on garde de notre vie? Et au passage de la mort, justement, toutes ces impressions collectées font surface. Donc on va demander à Raja un peu son expérience. En direct. Allô? Bonjour Raja. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur le plateau de Radio Médecine Douce. Mais merci pour ton invitation, je m'en réjouis d'avance. Ben, c'est un grand plaisir. Et ça nous ferait très plaisir aussi de t'écouter, de t'entendre par rapport à ton expérience de mort imminente que tu as vécue il y a quelques années. Écoute, avec grand plaisir. Avant de commencer, je voudrais savoir de combien de temps je dispose. Très bonne question. Savoir comment... Très clairvoyante. C'est vrai qu'on a très peu de temps pour continuer l'émission, mais est-ce que 5, 6 minutes, 10 minutes, 6 minutes, 7 minutes, ça te conviendrait? Mais alors, d'accord, je vais essayer d'être aussi... concise. Oui, concis et bienveillante à la fois, parce que... Je dis bien bienveillante parce que pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix de venir... c'est vrai que c'est une expérience qui, à mon sens, est absolument fabuleuse, de toute beauté, dans le cadre de ce que l'esprit ou alors mon âme aurait pu percevoir. Après, au niveau du corps, c'est vrai que ça a été une autre histoire parce que j'ai beaucoup souffert. Mais d'abord, je voudrais dire que j'ai vécu cette expérience de mort imminente sous anesthésie générale, donc en bloc opératoire, et que j'ai fait un choc anesthésique en fait en bloc. Et c'est de là que c'est parti. Donc c'était le départ de mon NDE. Et que moi je suis
bon, comme tu le sais, hein, puisque voilà, tu le sais, moi je suis de confession musulmane et ma famille maternelle et paternelle sont soufis depuis plusieurs siècles. Et j'ai reçu au cours de cette année de une science que je connaissais absolument pas et qui n'a jamais été en fait partagée hein, dans le cadre familial ou dans les cercles soufis hein, de dikh, c'est-à-dire de spirituel qu'on avait l'habitude de partager en famille, et qui est à l'origine d'une science christique et qui s'appelle la science des lettres arabes sacrées. Mmh. Moi, je connaissais, j'en ignorais tout hein, de cette science-ci. Et on peut dire que c'est quand même l'arcane, ou en tout cas le squelette en fait de tout mon parcours de NDE. Parce que pendant tout ce temps-là, on peut dire que mon corps et mon esprit a incarné au fur et à mesure toutes les lettres de l'alphabet arabe. Alors je comprends que pour les éditeurs, ça peut être un peu... Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus le ressenti que ça produit? Alors le ressenti que ça produit, c'est par exemple, d'abord la première chose, je dirais que ça a été un point déjà. Mmh. Alors qu'est-ce qu'un point hein, ressentir ce que c'est qu'un point physiquement dans son corps, dans son esprit. C'est vraiment, je dirais, le rassemblement total de son être hein, dans sa globalité. C'est assez fascinant d'être un point. On se rend compte que le temps et l'espace déjà... voilà. Effectivement, Geneviève nous partageait. Que c'est à la fois minuscule et à la fois absolument immense, hein, être un point. Hein. Donc c'est à la fois sa petitesse et sa grandeur. C'est vraiment être une sphère et dans une ubiquité dans cette sphère, hein, être à tous les endroits possibles et de croire en définitive à toutes les possibilités qui peuvent advenir surtout. Et le rassemblement de tout ce qui existe, de tout le vivant. C'est vraiment faire un dans cette rame. Mais c'est subjugant de beauté. Hein. Et puis la première lettre que j'ai été, ça a été un wow, et puis après un elif. Alors c'est quoi être un elif? La science des lettres est une science ésotérique. Et selon le soufisme et selon l'islam, c'est la porte qui donne accès à la connaissance totale. Mmh. On retrouve ça aussi hein, dans la Kabbale, qui est le côté ésotérique de la tradition juive, puisqu'ils ont aussi une science sacrée des lettres hébraïques. Donc tu me dis là tout de suite, c'est quoi être une lettre Alors la notion du point est intéressante parce que tu mets une notion où il n'y a pas d'espace et de temps. Effectivement, Geneviève partageait son expérience, ou même Fabienne, qui disait que dans cette expérience-là, le temps et l'espace s'étaient complètement dissoutes. Et la notion du point est magnifique pour ça. Alors dissoute, c'est étonnant parce que le temps, en fait, moi j'ai vécu une espèce de complétude. Alors une complétude dans les contraires et dans les polarités. C'est-à-dire c'est comme si vraiment les contraires et les polarités se résorbaient. Et que toutes les notions qu'on a du temps et de l'espace existaient, mais elles étaient totalement différentes et absolument inconnues de ce qu'on en sait. Mmh. C'est autre chose. C'est quelque chose de on a toujours du mal un petit peu à l'expliquer. En tout cas, moi je suis revenue de cette expérience de mort imminente il y a 10 ans déjà. C'est la troisième hein, que je vis dans ma vie. Hein. J'en ai vécu une à l'âge de 4 ans. Oui, j'en ai vécu une à l'âge de 4 ans et puis une adolescente. Et puis la dernière, c'était il y a une dizaine d'années. Moi, j'espère que c'est la dernière. Je dis bien j'espère parce que quand même, ça vient, ça crée c'est un sacré remue-ménage hein, quand même dans la vie. Hein. C'est pas rien. Hein. Et puis il faut s'en remettre aussi. Hein. Parce qu'on vit des choses dans une espèce de, je dirais pas conscience modifiée. Dans une espèce d'exil en tout cas, hein, on est en exil de quelque chose. Et puis il faut revenir sur Terre et réincarner son humanité avec ce qu'on a ramené. Hein. C'est pas évident. J'ai eu la chance d'être accompagnée, mais je souhaite ça à tout le monde, parce que c'est pas facile de vivre seul après ça. C'est sûr que ça change la vie,
Cette notion du temps, je la vis aujourd'hui, par contre, de la même façon que je l'ai vécue pendant ma MDI. C'est-à-dire que le temps, pour moi, c'est tout de suite, là, pendant que je te parle. Et ce qui s'est passé il y a 5 minutes avant mon appel, ben, il n'existe absolument pas. Et ce qui adviendra, je n'en ai aucune idée. Mais celui-là, ce moment-là, il est véritable. Et j'y suis totalement. Les notions de l'espace aussi, moi, je ne peux pas rester longtemps dans quelque chose de fermé. Non pas que je fais de la claustrophobie, pas du tout. Mais les espaces, pour moi, ont des formes géométriques différentes. C'est-à-dire que je peux être dans une salle qui est carrée, mais moi, je ne la verrai absolument pas carrée. Elle va prendre de multiples dimensions. Hein. Mais par rapport à ce que je vis aujourd'hui, parce que s'il faut faire les choses en 5-6 minutes, je trouve que cette expérience est vraiment salutaire pour les gens qui ont la chance de la vivre. Et pourquoi ? Salutaire parce que je pense et j'espère avoir gardé et récupéré définitivement ce côté d'enfant, en tout cas dans un émerveillement en permanence. Il n'y a rien que je peux voir dans la journée ou que je peux vivre dans la journée qui pour moi a déjà été vécu ou qui est de l'acquis. Les printemps de chaque année sont de véritables printemps. Une fleur que j'ai l'habitude de voir, je ne la verrai jamais de la même façon. Quand le ciel est bleu, je le vois, mais toujours dans une beauté renouvelée. Il n'est jamais le même. Et je trouve ça fabuleux d'être dans cette capacité d'émerveillement et vraiment, je souhaite à toute force la préserver. J'ai beaucoup de légèreté. Et je prends absolument rien au sérieux. Ça agace beaucoup mon entourage. Est-ce que je peux rien confirmer? n'est véritablement... Oui, tu peux confirmer. Rien n'est absolument sérieux. Et la seule chose qui pour moi est sérieuse, c'est la vie. Pas tant ce qui se passe dans la vie, mais c'est la vie. Et je voudrais pas qu'on m'empêche de la célébrer à chaque instant. Donc je m'accroche à très peu de choses. Par contre, il y a quelque chose qui est resté vraiment là, c'est que moi j'ai très peu, pratiquement pas de mémoire émotionnelle avec ce que je vis, les gens avec qui je vis. C'est-à-dire qu'il va se passer un événement hier soir, je vais me rappeler de la scène, mais l'émotion que j'en garderai, de la joie, de la colère, non, il n'y a plus rien. Hormis avec mes enfants. Et avec mes enfants, par contre, j'ai une relation assez atypique depuis parce qu'on va avoir les mêmes pensées et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'on fera les mêmes rêves le même soir à l'identique. Ça quand même pas rien. Non, c'est sûr. Et donc ça s'est produit après ton expérience de mort imminente ? Ça s'est produit après parce que quand je suis sortie de la clinique, je suis rentrée chez moi. Et j'ai vécu quand même un choc parce que j'ai pas reconnu mes enfants. Ça a mis 24 heures, hein, après c'est rentré dans l'ordre. En revanche, mes sœurs, ma mère, tout ça, mais j'ai mis 5 ans à vraiment réaliser que c'était vraiment eux. Non, je n'en avais absolument aucune mémoire émotionnelle. Voilà. Et puis, je suis arrivée quand même avec une très grosse allergie électromagnétique, hein, parce que pendant 1 an, j'ai écrit sur des claviers en silicone, j'ai mangé avec les mains, je fermais la porte avec mes pieds, je ne pouvais rien toucher de métallique. Je me faisais électrocuter toutes les 20 secondes, je ne pouvais pas habiller mes enfants. Et on entendait le bruit des étincelles, hein, en plus. C'était... Et puis j'ai continué pendant 1 an à faire plusieurs décorporations par jour, hein, il faut le savoir. Donc on a beaucoup travaillé avec moi sur l'ancrage au niveau du corps et de la matière. Donc tu veux dire que ça a perduré après ton expérience ? Ah oui. Et maintenant, Radja, avant que nous puissions continuer donc l'émission sur le direct. Oui, maintenant, dis-moi. Quelle est ta vision de ce passage, justement, après avoir vécu cette amie ? Comment tu envisages ce grand passage ? Celui de la mort ? Oui. Eh bien, pour moi, c'est véritablement un passage, une continuité. Une continuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 47 ans.
demain, je serai une vieille personne de 80 ans, et puis après, je vais mourir. C'est comme l'adolescence, la jeunesse, l'enfance. Pour moi, il n'y a absolument pas de séparation. Je sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment une continuité. C'est pas quelque chose qui s'arrête, mais il y a autre chose qui reprend. C'est juste, ça continue. Ça donne un espoir? Ça donne un espoir. Alors, tu sais, moi, on m'a souvent posé la question en me disant est-ce que tu es revenu avec une mission de vie? Parce que je pense que c'est une question récurrente à chaque expérienceur. Et moi, j'ai une certitude par rapport à ça. J'ai une certitude par rapport à ma mission de vie qui consiste tout simplement, si je devais en avoir une, ce serait d'être heureuse. Ma mission de vie consiste à ce que je sois une femme heureuse. Merci Radja. En tout cas, on te remercie. Merci d'avoir pris ce temps et de nous avoir donné du soleil. J'embrasse toutes les personnes présentes sur le plateau. Et je voulais juste finir avec une chose importante. Oui. Avec laquelle je continue à vivre aujourd'hui. Ma NDE, si je devais la résumer, et si je devais résumer aussi ce que je vis en permanence aujourd'hui, c'est ce couple indissociable qui est l'amour et la beauté. Parce que moi, j'ai été disciple de l'amour pendant ma NDE. Et la beauté s'est révélée à moi. Et comment te dire? C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, il devient de fait immédiatement beau. Et quand on voit quelque chose de beau, on tombe de fait de suite amoureux. Merci. Donc voilà, la beauté et l'amour continuent à être mes grands maîtres. Merci Radja. Merci, je t'embrasse et j'embrasse toutes les personnes. Je n'y manquerai pas. À bientôt. Bonne continuation. Bisous. Au revoir. Valérie, par rapport justement à l'expérience de Radja, et puis par rapport à ce qu'elle a dit à la dernière minute, c'est vrai, est-ce qu'on attend que les personnes reviennent avec leur mission de vie lorsqu'on parle de cette expérience de MI? Alors, ils disent tous que la généralité, on serait sur Terre pour apprendre à aimer. Donc, effectivement, il y a un lien avec l'amour et que sur Terre, il y a très peu d'amour par rapport à l'amour qui règne dans l'au-delà. Et donc, c'est vraiment l'ouverture du cœur. Peut-être que Fabienne peut en parler aussi. Alors, par rapport à la mission de vie, moi, clairement, j'ai pas eu le message. Souvent, on me pose la question aussi, est-ce que tu as eu un message? Rien. Silence radio. Je suis redescendue direct. Par contre, effectivement, cette notion d'amour, qui est sans commune mesure entre ce qui est ressenti de manière extrêmement forte, puissante dans cet autre monde, ce que j'appelle moi l'autre monde, et notre quotidien. Il y a une fadeur, j'allais dire, dans notre quotidien, de l'amour, malheureusement. Ce qui est difficile à comprendre aussi, mais c'est sans commune mesure, quoi. C'est sans commune mesure. Après, oui, apprendre à aimer, je pense que c'est une belle mission de vie et c'est ce qui est le plus compliqué à faire. Parce qu'on reste humain. Je veux dire, moi je suis humaine, voilà, et donc j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, j'ai mes manquements, enfin voilà. Donc on passe d'un état d'absolu à nouveau du relatif de notre vie tous les jours. Donc c'est compliqué. Je trouve que c'est très compliqué en fait. Ceux qui ont vécu une revue de vie oui. Dans l'expérience de mort imminente, puisqu'il y a 20% des personnes qui vivent également une revue de vie, ils revivent tous les moments de leur vie. Il y a ces questions qui se sont posées eux-mêmes, en fait, c'est comment tu t'es aimé toi. Donc, par exemple, Radja dit moi, ma mission, c'est d'être heureuse. Donc, effectivement, c'est peut-être de s'aimer soi. Et il y a comment as-tu aimé les autres? Et qu'as-tu fait pour l'amour universel? Enfin, voilà. Peut-être, Geneviève, tu veux en parler, oui. Oui, c'est la première chose que j'ai vécue lors de cette expérience. Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Et vous parlez de mission de vie, mais c'est ça, la mission de vie, c'est l'amour. J'ai pris conscience pendant cette expérience combien on était séparés et que le but, c'était d'être rassemblés. Et on va à notre perte, on est séparés complètement. Et ça,
ça, je me disais, mon Dieu, mais l'homme va à sa perte, on s'est trompé. Il ne faut faire qu'un. Et on devient Dieu, mais pas dans l'image anthropomorphique que nous avons de lui, cette énergie d'amour et de créativité, de création, etc. Et c'est ça la mission qu'on nous inculque quand on vit cette expérience. On revient, mais pas que... Alors il y a l'amour, mais ça implique aussi une souffrance extraordinaire, parce que quand je suis revenue dans ma vie de tous les jours, j'avais une telle empathie pour tout, un tel amour pour tout, que je supportais plus la moindre souffrance. On ne pouvait plus couper une fleur devant moi. J'avais l'impression de ressentir qu'on me coupait un bras. Et je me souviens que j'avais une amie qui avait un cancer des ovaires à cette époque. Et quand j'allais la voir, je repartais avec un ventre douloureux, gonflé. Enfin, on ne fait plus qu'un avec tout ce qui nous entoure. Mais c'est peut-être ça le véritable amour, en fait. C'est ça la mission de vie on nous dit pas tu vas faire ça de ta vie maintenant. On nous donne cet amour et on l'a en héritage pour toujours, ça. Alors évidemment, on redevient des humains, comme les apôtres, même investis de l'Esprit Saint, ils disaient des gros mots. Sûrement, j'y étais pas. Certainement. Mais en tous les cas, on a ça en nous, définitivement, je crois. Voilà. Et l'émerveillement, excusez-moi, oui. Elle parlait de l'émerveillement et ça m'a marqué parce que c'est vrai. On ne voit plus les choses de la même façon. Un petit poussin, on s'émerveillait avant, mais là, on s'émerveille encore plus parce qu'il est nous, ce poussin. Enfin, je ne sais pas si... Philippe, ça rejoint énormément toute l'expérience de la méditation, de tout le travail sur la respiration aussi, la vie. Oui, mais enfin, cela dit... autant d'efforts qu'on puisse faire, on n'arrive pas nécessairement à ce résultat. Oui, je me rappelle d'une aventure au Liban. On faisait des kriyas avec des personnes et cette personne est venue me dire, mais pendant le kriya, j'ai vu mon père est vieux, il voudrait partir mais il n'y arrive pas, qui m'a dit, mais c'est bien ce que tu fais, continue. Et elle m'a dit, est-ce que tu voudrais pas venir le voir ? On est allé le voir avec plusieurs amis du groupe de Kriya. On a chanté des mantras avec lui. Et soudainement, il a été pris d'une grande énergie, alors qu'il n'en avait plus du tout. Il nous a parlé de plein de trucs. Il nous a parlé du poète Maharif, ou je ne sais plus, qui était aveugle. Et pendant que je suis parti le lendemain en Jordanie, j'ai appris que le cher était mort. Il avait réussi à faire son passage par l'énergie et l'amour qu'on lui a donné. Je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Merci. Si, parce que la plupart du temps, on parle de champ unifié. On dit qu'on est une seule cellule de ce champ unifié. Ça, oui. Mais alors, c'est un petit peu aussi le message du cours en miracle. Mais ça, c'est un peu autre chose. C'est une chose qui a été donnée à Hélène Schuckmann dans les années 70. J'ai horreur de ces trucs-là. J'ai horreur de ce qui est canalisé. Et puis je suis tombé là-dessus et je trouve que finalement c'est très bien. L'idée c'est qu'on est tous... la filialité du Christ, c'est nous. C'est nous qui sommes le Christ. On est le Fils de Dieu qui s'est étendu dans son Fils. Et tant qu'on ne réussira pas à sentir cette unité, on sera dans la maladie. Et par contre, dès qu'on se réunit, on guérit de tout. Ben oui. Donc on va passer à un autre passage, Valérie. Que se passe-t-il après le passage selon les médiums ? D'après ce que j'ai compris, d'après les témoignages de là-haut, on va dire, et de ce que j'ai pu vivre moi-même, si l'on part en paix de ce monde-là, on va systématiquement se retrouver dans un monde de paix. On va le créer. De l'autre côté, la projection d'une pensée, elle est immédiate. Dès que je pense, je crée cette réalité-là. C'est quelque chose qu'on observe aussi dans les expériences de mort imminente. Alors, puisque de l'autre côté, la projection, elle est immédiate, on aura donc intérêt ici, maintenant, sur la Terre, à prendre conscience des pensées qu'on nourrit. Une personne qui va avoir eu des émotions positives, des pensées positives,
et qui a eu une incarnation positive va, elle, vibrer positivement et du coup va attirer une lumière qui est positive. C'est une question de polarité en fait, c'est pas une question de bien ou mal, c'est une question de positif-négatif. Donc si je vibre négativement au niveau de mes émotions, au niveau de mes pensées, alors tout ce package fait que je rejoins un plan de vibration négatif. Parce que c'est ma vibration, donc c'est ce que j'attire et c'est ce que je crée. Alors, justement, quelles sont les clés essentielles pour aborder ce grand passage, Valérie? Alors, les EMI nous montrent, comme le disent toutes les traditions, qu'il faut partir apaisé. Voilà, je crois que c'est le mot d'ordre. Et éventuellement, encore mieux, être dans l'amour, en fait. Donc, penser à avoir des pensées qui nous rendent heureux, je dirais à la fin. Être dans la méditation, si on sait méditer, être dans la prière, dans le chant aussi. S'il y a des personnes autour de vous qui peuvent chanter, tout ce qui ouvre le cœur et qui nous met dans un état de grâce, quelque part, un état d'amour, eh bien, ça facilitera le passage. Et puis surtout, je crois que ce qui m'a marqué dans toute cette enquête et dans ce nouveau film, c'est que les défunts nous entendent. Et qu'on peut, nous, ceux qui restent sur Terre, on peut leur parler, on peut les aider, en fait, à faire ce passage. Et par rapport à ce que tu disais, Geneviève, c'est l'espace-temps n'existe pas, donc ça peut être des défunts il y a 50 ans, même si elle est partie il y a très longtemps, la personne. Bien sûr. Elle est là. Il y a aussi la réincarnation, mais ça c'est un autre sujet. Mais absolument, on peut voir des défunts qui sont partis il y a très 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 longtemps. Oui, c'est vrai. Et pour reparler de ce dont vous parliez juste avant, oui, il faut partir en paix avec sa conscience. Il n'y a pas d'autre solution si on veut se retrouver dans un état... Alors ça implique beaucoup de choses d'être en paix avec sa conscience. Mais c'est la première question qu'on nous demande. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Mais il n'y a pas de jugement. Je voudrais dire ça. Il n'y a pas de jugement. Moi, quand on m'a posé cette question, le seul jugement que j'avais, c'était sur moi-même. Et encore, pas sévère. Je me disais, bon, ça, faudra pas le refaire. Mais il n'y avait pas de jugement. Tiens, ça a fait du mal. Et je ressentais l'émotion que ça avait... qu'avait ressenti la personne à laquelle j'avais fait du mal. Je ressentais son émotion. C'est ça l'enfer. C'est le remords, c'est la prise de conscience. C'est pas les flammes. C'est très important ce passage dont vous avez parlé tout à l'heure sur le passage et comment il faut être quand on arrive de l'autre côté, en paix avec sa conscience. Et c'est la première chose qu'on nous demande. Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Il faut être qu'un et donner de l'amour. Et s'aimer soi-même. On peut pas... Il faut être d'un égoïsme altruiste, alors quoi. Et Fabienne, par rapport à ton expérience, comment maintenant toi tu abordes ce grand passage? Pour moi, c'est effectivement une transition, un simple passage. Alors, comme une voiture, j'allais dire, qui est notre corps et qui est usé, qui est fatigué, qui est accidenté. Qu'on va laisser tout simplement sur le côté de la route et on part sur autre chose, peut-être prendre un autre véhicule plus léger, plus rapide. C'est imagé ce que je dis bien évidemment, mais voilà, c'est juste un véhicule, voilà, notre corps, et on passe vraiment à autre chose après. Moi c'est vraiment ce que je retiens aussi de mon expérience, parce que j'avais vraiment le sentiment d'être morte et d'être accueillie et en laissant tout derrière moi, sans sans remords, sans scrupules, sans rien. C'est horrible de dire ça. Mais voilà, c'est un état de bien-être incroyable, de plénitude. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Voilà, la notion de mort. C'est une transition. Alors justement, Valérie, on a un autre passage qui est « Que faire en cas de mort soudaine ?» C'est par rapport à ce que tu disais, que les morts nous entendent, les défunts nous entendent. Donc on va passer ce passage. Petit conseil aux personnes qui viennent de perdre un proche de mort subite, ça peut être un arrêt cardiaque, ça peut être un accident de voiture. Je conseille d'expliquer à la personne qui vient de décéder ce qui est en train de se passer. Qu'elle est de l'autre côté, que son corps est mort, que son âme survit, qu'on va venir la chercher, qu'elle ne reste plus dans la pièce ou dans la voiture qui est accidentée, qu'elle se laisse glisser vers la lumière et qu'elle aille vers les personnes qui sont décédées, qui sont en train de venir la chercher. Ceux qui vivent ces arrêts cardiaques au moment de la mort doutent d'être morts, puisque
ils sont là, ils sortent de leur corps. Quelquefois, ils constatent que ce corps est là, mais ils le reconnaissent même pas. Donc, ils sont là, ils évoluent, ils se déplacent, etc. Mais comme dans la vie normale, ils pensent pas qu'ils sont morts. Et ce n'est qu'après qu'ils réalisent qu'ils sont passés sur l'autre plan. Mais quelquefois, il leur faut plusieurs minutes. Alors, il est possible qu'il y ait des gens qui évoluent comme ça pendant plusieurs jours dans notre temps terrestre en ne comprenant pas ce qui se passe. Et donc, c'est effectivement cette prise de conscience. En fin de compte, le passage se fait. Il n'y a pas un panneau qui nous dit « ça y est, vous avez passé le cap du défunt », non ? Effectivement. Donc, cette transition est assez particulière parce qu'il y a la transition où j'étais incarné dans un corps et après, je n'ai plus de corps. Et je vois mon corps d'une autre perspective. Alors, c'est vrai que dans les traditions anciennes, on parle de ces proches qui viennent nous chercher, qui viennent nous préparer à ce passage. Et je pense que c'est certainement important parce que lorsqu'on ne trépas, si on n'est pas accueilli, c'est que lorsqu'on est, en fin de compte, c'est pareil, lorsqu'on arrive à naître, hop, il y a quelqu'un qui nous accueille de l'autre côté. Est-ce que ce grand passage serait un grand accouchement vers l'au-delà ? Peut-être, oui, certainement. Souvent, les personnes au seuil de la mort regardent dans un coin et disent, enfin, c'est arrivé à mon mari il y a peu de temps, puisqu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, et il disait qu'il voyait son père et sa mère. Et c'est récurrent, ça. C'est vrai, ma grand-mère, c'était pareil. Oui, on vient les chercher, absolument. Et je vais vous raconter une petite histoire. Ah oui, avec grand plaisir. Qui est assez drôle, en fait. C'est pour ça, elle est gaie. Ça parle de mort, mais elle reste gaie. On louait une maison de vacances au-dessus de Toulon, parce que ça s'appelait le Revesse-les-Eaux, parce qu'il y avait à côté un petit ermitage copte orthodoxe, et nous étions convertis à la religion copte orthodoxe. Donc les évêques qui avaient créé cet ermitage étaient des amis, en plus, des gens érudits que nous aimions beaucoup. Et un jour, je leur ai demandé la permission de dormir quelques jours pour faire une sorte de retraite, quoi. Je suis restée 3-4 jours chez eux. Et une nuit, j'ai été réveillée. Donc, c'était des petites chambres monacales. Il n'y en avait pas beaucoup, 3-4. Et je suis réveillée par un son de cloche, ding, 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 et des chants, un peu comme des chants grégoriens. Alors, je sors de la chambre et je vois 3 moines que je connaissais pas, parce qu'il y avait que Monseigneur Marcos et Athanasios dans cet ermitage. Et je vois 3 moines que j'avais pas vus la veille, habillés en moine, donc. Et un des moines me dit « Nous venons chercher Marcos ». Et il me fait signe silence. Et je rentre dans la chambre, je viens chercher Marcos, mais c'est un rituel, je me suis dit. Or, le lendemain, on a retrouvé Monseigneur Marcos mort dans son lit. C'est joli, je trouve. C'est très, très beau. Ouais. C'est à côté de Toulon, Revesse-les-Eaux. L'ermitage existe toujours, vous pouvez y aller. Vous allez voir, il se passe des choses la nuit. Maintenant, vous êtes prévenus. Valérie, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Donc, la première partie de ton documentaire, « Et si la mort n'existait pas ?» qu'on peut trouver sur YouTube maintenant, sur ta chaîne. Tu donneras les indications. Et puis aussi, donc la deuxième partie qui est « Et si la mort n'était qu'un passage ?» Comment s'y préparer ? Comment s'y préparer ? Et donc là, c'est en VOD que les gens peuvent acquérir, donc voilà, sur Internet. Et puis tu es sur un troisième projet ? Oui, sur l'âme. En fait, c'est une trilogie. Et là, on sort de la mort, je reviens à la vie, parce que si la mort n'existe pas, ça signifie qu'on a une âme en nous qui est venue donc de ce monde invisible et qui repart après. Et c'est peut-être important de s'y relier et de s'y intéresser pendant cette vie. Voilà, donc c'est vraiment un film sur le cheminement intérieur vers son âme. Et ceux qui veulent vraiment connaître ton histoire en détail, les 3 jours et demi après la mort de mon père, et c'est aux éditions Poche-le-Duc. Fabienne, en ce qui concerne ton livre, Fabienne Raoul, avec Mon bref passage dans l'autre monde. Pareil, aux éditions Le Duc. Tu veux nous rajouter peut-être une autre... Alors, juste 2 infos. Il y a 2 gros colloques sur la thématique de la mort cette année. Le 3 et 4 avril, un colloque scientifique à Paris, donc médecineconscience.com, dans lequel j'interviens notamment. Et le dimanche 4 octobre, au Grand Rex à Paris, qui est organisé par Estelle Gervin,
et Alex Fighter. Et voilà, pareil, dans lequel j'interviens. Donc il y aura pour le premier colloque scientifique dont je parlais en avril, pas mal d'intervenants, dont Steven Lorez. Voilà, donc une vision matérialiste et aussi des scientifiques plus ouverts. Il y aura Sylvie également, qui sera par contre en octobre, que je mélange pas les deux, les deux colloques. Voilà, donc voilà, on sent que ça bouge beaucoup, quoi. On sent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très intéressées. Forcément, ça concerne tout le monde, hein, la thématique de la mort. Et il y a des ouvertures, je trouve, assez intéressantes qui se font aussi côté scientifique, parce que moi, je m'intéresse beaucoup, étant scientifique aussi, bien sûr, au point de vue, justement, des matérialistes qui est en train d'évoluer, et je trouve ça plutôt chouette. Voilà. Ça donne vraiment une autre perspective par rapport à notre propre vie. Oui, parce qu'on est très en retard en France. Et ça, c'est voilà, un aspect. Voilà. Geneviève, donc Le don de soi aux éditions Pygmalion, plus le livre coécrit avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Donc c'est le livre qui est... Chez Pygmalion, voilà. Et 3 ou 4 autres. D'accord, très bien. Ou 5 même. Alors, si chacun d'entre vous devait donner une clé ou peut-être partager un dernier sentiment à nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, avant de se dire au revoir, quelle serait cette clé ou ce sentiment? On va commencer par toi, Valérie. La clé principale que j'ai apprise, c'est on peut parler à nos défunts. On voit beaucoup de personnes qui se disent « mais j'avais encore ça à lui dire » ou « je culpabilise sur quelque chose ». Mais on peut leur parler, ils nous entendent. Fabienne? Moi, je dirais que c'est l'émerveillement. Alors, je rejoins complètement ce qu'a dit Geneviève et Radja, je crois. Oui, Radja. C'est cette notion, du coup, de vivre sa vie, et malgré les difficultés, malgré les souffrances, parce que vivre, c'est souffrir aussi. Et ça, on ne l'apprend jamais quand on est plus jeune. Et ça fait partie de la vie, comme la mort fait partie de la vie. Et ça, on devrait, nous l'inculquer. Parce que ça permet, de faire une sorte de rétrospective en disant « Ok, je sais que je vais mourir, maintenant qu'est-ce que je fais concrètement pour ma vie, pour y donner du sens ?» Et je pense que la notion de sens est essentielle pour le coup, parce qu'on ne sait jamais quand on va partir. Et vraiment, il faut vraiment en avoir conscience de ça. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de sa vie, qui on est vraiment, sachant qu'on a cet invisible, cette divinité aussi, ce Dieu dont vous parliez tout à l'heure, Geneviève, qui est présent en nous, en chacun de nous. Voilà, il faut vraiment en avoir conscience de ça et s'y connecter. J'aime bien cette notion de donner du sens à sa vie, avant même de chercher si elle a un sens. Oui, c'est à chacun d'y donner du sens. On ne peut pas être à la place des autres, même si on est tous reliés, mais à chacun d'y trouver un sens. Voilà. Elle est si précieuse en plus. Geneviève? Oui, bien sûr, et pour y donner un sens, il faut savoir qui nous sommes. C'est très important. Et puis la notion de ici et maintenant, il n'y a rien d'autre. C'est ici et maintenant, qui nous sommes, et de ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, la mort n'existe pas. C'est le passage dans une autre vie qui est formidable, je crois, d'après ce que j'ai pu voir et entendre. Le ici maintenant. Ça rejoint vraiment le point de Radja, vivre ce point. C'est très important, le passé, l'avenir, tout le reste c'est de l'illusion. Ce qui compte c'est ici et maintenant. S'il y a une notion du temps et de l'espace, c'est celle-là, ici et maintenant. Et ce que nous faisons de ce ici et maintenant. Et donc, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tout est dit, la messe est dite. Il nous reste quand même, Philippe. Je pense qu'une clé importante c'est le pardon. Le pardon. Oui, pour partir apaisé et même pour vivre apaisé. Parce qu'on attaque tout le temps. Au lieu de laisser aller, de prendre les choses comme une illusion et de pardonner ce qui se passe. Et je crois que c'est aussi une clé pour bien vivre et bien mourir. Oui. Il n'y a rien de plus grand que le pardon. Très important parce que ça me rappelle une histoire lorsque je travaillais auprès des personnes en fin de vie, lorsque je faisais mon service militaire, et il y avait un monsieur, il s'appelait le Père Jean, et j'adorais passer du temps avec lui. C'était un moment particulier. Et il avait un seul fils unique, il était en conflit avec son fils unique. Donc il n'est jamais venu le voir pratiquement, il n'est jamais venu voir son père pendant tout le temps que j'étais pendant le service, plus de 20 mois. Et par contre, il est venu à la fin pratiquement de mon service, il est venu voir donc rendre visite à son père. Et à ce moment-là, j'ai eu le sentiment, tiens, le petit Père Jean va nous quitter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 15 jours après,
Et je lui avais dit, alors comment ça s'est passé? Parce que c'était un moment important. Il m'a dit, je me sens en paix. Et 15 jours après. Donc c'est vrai que la notion de pardon est essentielle. En tout cas, on vous remercie. Merci du temps que vous consacrez aussi à éveiller les consciences sur ce sujet qui est passionnant, mais aussi qui est tellement vaste. En 1h15, c'est difficile d'aborder tous les dossiers, tous les sujets. Mais en tout cas, merci de votre présence. Merci à vous. Et merci, puis, merci de t'avoir invité. À bientôt. Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation.